Le débat de Smart Job, évidemment, on démarre avec la rentrée sociale, rentrée économique, c'est assez logique. On parle d'inflation, les salariés s'inquiètent. On va revenir évidemment sur ces sujets. On parlera de la réforme de l'assurance chômage, parce que ça y est, les syndicats sont déjà informés d'un pré-projet de loi. Ils commencent déjà à négocier. Alors, c'est pas médiatique, mais il se passe des choses sur ce sujet. Et puis un autre sujet, alors celui-ci, ça devient presque un serpent de mer, c'est la réforme des retraites, parce qu'on en parle tellement qu'on a l'impression que cette réforme n'arrivera jamais, tellement on en parle. Et on va en parler avec mes invités. Véronique Reissoud, merci d'être avec nous, présidente de Backbone Consulting. Alors, c'est un travail vraiment d'analyse, de communication, mais aussi d'analyse des Français sur les réseaux sociaux, leur état d'esprit, à travers des sondages, notamment, on en parlera peut-être. Et surtout beaucoup d'observations avec des outils. C'est ça. De l'intelligence artificielle. Et essayer de comprendre ce que disent les uns et les autres. Et sur les réseaux sociaux, c'est pas que Twitter. Voilà. Non. C'est l'ensemble des réseaux sociaux. On vient de l'évoquer d'ailleurs, la LinkedIn et quelques autres, Insta et quelques autres. Et le sujet est à chaque fois un sujet de significativité, parce que oui, il y a beaucoup de messages. Représentativité, j'ai besoin des sondages pour être sûr qu'on est dans la représentativité. Associé parfois avec Odoxa sur des sondages qui sont très intéressants et très instructifs. Avec nous, Aude de Castet, je suis ravi de vous revoir. Aude, comment allez-vous ? Très bien, bonjour Arnaud. Porte-parole de Territoires et Progrès, puis vous êtes très impliqué aussi dans le monde de l'entreprise. Là, c'est votre vie professionnelle, mais vous avez aussi des capteurs côté entreprise. On va en parler avec vous pour savoir quel est l'état d'esprit aussi, pas que des Français, mais des entreprises, évidemment. Le territoire de progrès. Territoire de progrès, ne pas confondre avec Territoire et Progrès, qui est un mouvement politique. Alors que Territoire de progrès, qui est présidé par Olivier Dussopt. Dussopt, qui est ministre du Travail. Voilà, qui est la composante, l'aile gauche, on va dire, de la majorité présidentielle dans ce que va devenir le futur parti Renaissance. Ouais, Territoire de progrès, c'est pas facile parce que la confusion se fait vite quand même. Territoire de progrès, Territoire et progrès, le risque est grand. On va parler de plus en plus de Territoire de progrès. Ça rentrera, ça sera bien ancré à la fois sur les territoires et à la fois dans les esprits de chacun. Bon, vous venez en parler en tout cas de Territoire de progrès sur notre plateau. William Tay, merci d'être avec nous. Bonjour. Président du think tank le Millénaire, alors qu'il y a un club de réflexion indépendant, gaulliste. Gaulliste, ouais. Gaulliste et réformateur. Et réformateur. Alors, quand on dit gaulliste, on dit gaulliste social, c'est plutôt gaulliste social. Nous, on préfère pas être qualifié de gaulliste social, gaulliste tout court, ça nous va très bien. Non, parce que Xavier Bertrand avait, vous vous souvenez, qualifié de gaulliste social. Des qualificatifs moins, c'est clair. Non, nous, on préfère revenir à l'esprit d'origine qui était la France ne peut pas être la France sans la grandeur. C'est ça. Bon, voilà. Vous avez posé le débat. Posons-le à travers cette petite phrase. Alors, la rentrée sociale, elle est marquée par l'AREF, le MEDEF qui va se réunir, les entreprises, les salariés qui s'inquiètent, l'inflation. Et cette petite phrase dans les colonnes du Parisien, c'était ce week-end, c'était il y a 2 jours. N'hésitez pas à répondre au téléphone. Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits, dit Elisabeth Borne. C'est une très longue interview, très large. C'est quand même très intéressant cette petite phrase parce que ça vient prendre un peu le contre-pied assez nettement des positions de Bruno Le Maire, de celles d'Emmanuel Macron et je dirais de l'esprit même du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous surprend ou on est un peu dans une forme de démagogie pour apaiser les tensions ? En tout cas, ce que les Français en ont retenu, c'est un problème d'alignement. On a une réalité de 2 paroles qui ne sont pas tout à fait alignées, alors que ce sont normalement le Premier ministre, le Président et le ministre de l'Économie devraient quand même être alignés. Après, on va dire que le cœur des Français, dans leur grande globalité, a plutôt penché vers les propos de la Première ministre que vers les propos du ministre de l'économie. Je sais pas ce qu'on veut dire, on les comprend. Enfin, c'est assez facile, on tacle les super profits et puis on règle l'affaire. Et puis, il y a un sujet de symbolique. Et on sait qu'en communication politique, en communication globalement, mais en communication politique à fortiori, les symboles, c'est fort. Les super profits, on n'a pas dit profit, on a dit super profit. Et puis ensuite, dans les super profits, et là, ce sont les entreprises, la voix des entreprises importante, mais c'est le sujet des profiteurs des périodes difficiles que nous avons traversées. Ceux qui ont gagné leur vie sur le Covid. Et donc, du coup, pour les Français, c'est difficile. En plus, à l'aune d'une rentrée, on va en parler, qui va être difficile, où on est déjà en train de leur dire qu'il va leur faire des efforts. Ils ont un peu du mal à entendre le fait que non, les super profits ne seront pas taxés. Donc oui, l'interview de la Première ministre dans Le Parisien a extrêmement bien fonctionné et les messages sont bien passés. Oui, c'est un contre-pied. Vous en pensez quoi, Aude de Castet ? Il faut les taxer, ces super profits. Les super profits, pas les profits, les super profits. Oui, il faut bien préciser que ce sont les super profits, d'autant que la France est quand même la championne d'Europe
des super profits, des dividendes. On a eu les chiffres qui sont tombés au mois de juillet, plus de 33% de distribution, de redistribution des dividendes. Alors, il faut mettre ça quand même en perspective. Il s'agit finalement des dividendes versés en 2021. En pleine période Covid. Juste après le premier épisode Covid. Mais du coup, effectivement, pour la population, c'est assez insoutenable. Mais excusez-moi, je vous pose la question et je veux vous entendre parce que vous avez retiré le mot social au mot gaulliste, mais je veux vous entendre. Est-ce qu'on n'est pas en train de raser un peu gratis, là ? Est-ce que c'est pas un peu facile comme ça ? Il y a un effort collectif. Super profit, on rase gratis, on va... Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas déterminé la notion de super profit. Ben oui. Qu'est-ce qui est profit et qu'est-ce qui est super profit ? Ce qui est profit, on le sait. Ce qui est super profit, c'est moins clair. Donc pour moi, on ne rase pas gratis. C'est juste déterminer la réalité de à quel moment, quel est le curseur. On les connaît, les entreprises, quand même. Oui, on les connaît. Il y en a Total Énergie. Total Énergie, il y a aussi LVMH, il y a BNP Paribas. CMH, CGM, à qui on a demandé de recapitaliser Air France. Ceux-là doivent passer la caisse. Écoutez, de toute façon, déjà, il y a eu une annonce de la Première ministre, et je pense que dans les jours qui vont venir, elle va repréciser et très certainement donner une définition de ce qu'est super profit. William Tay, au moment où la CGT et quelques autres syndicats annoncent une manifestation le 29 septembre, c'est-à-dire vraiment pour... Il y a le 22 septembre et le 29 septembre, pour évidemment relancer je mets des guillemets, ce mouvement social. Vous en pensez quoi de cette idée de la Première ministre ? Parce que c'est vrai qu'elle vient prendre un peu le contre-pied du discours ambiant, qui est de dire on protège les entreprises, il faut créer de la richesse, de la valeur. Puis là, tout d'un coup, paf, le Parisien, on taxe les super profits. Je pense que le gouvernement fait face à deux temporalités qui sont contradictoires en termes d'objectifs de politique publique. La première temporalité, c'est la gestion de crise, et la deuxième temporalité, c'est construire la France à long terme, éventuellement à travers le Conseil national de refondation. Je pense que les deux objectifs sont contradictoires les uns avec les autres. Parce que quand vous voulez gérer une crise, et on l'a vu notamment de la crise financière, notamment menée par Nicolas Sarkozy entre 2008 et 2012, vous gérez la crise, et il y a un élément qui est important en France, c'est le principe d'égalité. On a une passion pour l'égalité, Tocqueville l'avait très bien décrit en France. Et si vous voulez gérer cette crise, il faut répartir l'effort équitablement et justement. Par contre... Participation, intéressement, ça doit vous dire quelque chose, ça, c'est le général de Gaulle. Éventuellement, mais la difficulté qu'ils ont, c'est qu'en fait, quand vous regardez ce qu'on appelle les super profits, les entreprises comme Total, est-ce que Total, sur le marché concurrentiel mondial, fait plus de bénéfices que Shell, que ExxonMobil, etc. Et donc, du coup, comme on vit une transition énergétique, une mutation des économies globales, est-ce que ces entreprises vont pouvoir faire face en termes de concurrence, en termes d'investissement par rapport à ces entreprises ? C'est l'argument du patronat, d'ailleurs, du MEDEF. C'est l'argument, mais je pense que c'est deux objectifs qui sont contradictoires. Et si on met en place cette super taxe sur les super profits, est-ce qu'on arrivera à revenir dessus dans 2 ans ou dans 3 ans, lorsque l'économie reviendra normale ? Et on sait qu'en France, traditionnellement, lorsqu'on met une taxe, on revient rarement dessus. Ouais, ça c'est vrai. Quand même, la phrase d'Emmanuel Macron, parce qu'elle est venue aussi doucher les Français, on était à peine sortis des vacances, certains n'avaient pas repris le travail, que démarre ce premier Conseil des ministres, et puis bon, tout ça fait mis en scène, bien entendu. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pourrait apparaître comme une abondance globalement du sang et des larmes pour la rentrée. L'inflation va continuer à progresser. C'est quoi ? C'est pour un peu nous mettre dans la marmite bouillante. Comment vous avez regardé cette phrase du président de la République ? C'est anxiogène quand même, hein ? Les Français sont inquiets, de toute façon. Donc, ça aurait été une distorsion si on n'avait pas eu un discours de vérité en face. Donc, c'est pour aussi préparer tout le monde, tous nos concitoyens, également les entreprises, à l'hiver. Il va falloir passer l'hiver, comme on dit. C'est le cas de le dire. Donc, c'est une préparation. Alors, effectivement, les mots sont forts, mais je crois que c'est à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Et cette rentrée, en fait, le principal enjeu, c'est qu'il va falloir trianguler. Effectivement, M. Tay en parlait, il y a la transition écologique à mener de front avec le maintien de nos dépenses publiques et également soutenir le pouvoir d'achat. Et donc cette triangulation, ça va être véritablement l'enjeu de cette rentrée et plus largement des mois à venir, bien évidemment. Les Français, parce que vous les sondez sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils disent là ? D'après vous, quel est le volume de messages qu'il y a eu juste sur ce sujet-là abondant ? Depuis le 24, 450 000 messages juste sur cette phrase. Et après, globalement, le premier sujet, vous disiez, les Français sont inquiets. Il y a 2,5 millions de messages sur le sujet de gaz, électricité, économie, d'énergie, trucs et astuces. Comment on va s'en sortir. Donc ça, c'est le centre de l'angoisse. Après, dans les 450 000, il y a
à peu près la moitié qui sont factuels, qui reprenaient les propos. Mais le principal reproche n'était pas qu'il ait dit ça, mais qui était, OK, et du concret, c'est ce que vous dites. Hein. Du coup, on fait quoi? Quelle est la vision? Quelles sont les mesures? L'impression qu'on nous a donné un diagnostic un petit peu angoissant, mais dans le fond, les Français étaient plutôt d'accord sur le fait que c'est bien d'avoir un discours de vérité. Mais ensuite, derrière, quoi? Et c'était pour ça que 450 face à 2,5 millions, dans les 2,5 millions, les Français, ils essayent de trouver des solutions, ils discutent, ils échangent. Ils veulent du concret. Ils veulent du Alors, je rappelle quand même. jusqu'à se donner des trucs et astuces sur comment gagner de la économiser un peu, bien sûr. sans s'équiper, donc pousser votre frigo du mur parce que je sais pas quoi. Enfin, c'est extrêmement concret parce qu'ils sont inquiets et que voilà, sur ce sujet de la fin de l'abondance, je mets de côté les sarcasmes sur la réalité d'une petite déconnexion entre les propos et les actes. Mais c'était un manque de vision et donc ils se le donnent entre eux. William, on va parler de la réforme de l'assurance chômage. J'espère qu'on est en train de parler des retraites, mais vous reviendrez, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Mais sur cette question, la cristallisation, ces Français sont des salariés. Il faut quand même le préciser à ceux qui nous regardent. On fait une émission sur l'emploi. Ils sont salariés et ils se disent, moi, en bout de chaîne, j'ai une inflation alors qui est bien située. Il faut quand même leur dire. La France, quand on a vu ce tableau arriver, c'est l'Estonie qui est en tête. Les Allemands sont plus hauts que nous. Ils sont largement au-dessus. Les Français se situent vraiment tout en bas. Notre inflation est moins forte qu'ailleurs. Mais enfin, elle suscite quand même de l'inquiétude. Et on peut rajouter, s'il vous plaît, Arnaud, que l'INSEE a chiffré que si nous n'avions pas eu les boucliers énergétiques et la politique du quoi qu'il en coûte et tous les dispositifs que le gouvernement a déployés, même avant l'inflation, qui nous coûte cher, on aurait 2 points d'inflation en plus. Donc il faut quand même... Donc on serait au niveau des Allemands. Les Français, ils le voient, ça. Enfin, ils le voient. Ne serait-ce parce que nous sommes protégés. Ils se comparent beaucoup à l'étranger, en particulier par rapport aux Anglais. Et aux Anglais, oui. Surtout les Anglais. Qui ne payent plus. Vous avez vu la facture de gaz. Là, certains ont fait une pétition, ils ne la payent plus. D'où le fait qu'ils cherchent des trucs et des astuces et des choses extrêmement concrètes pour là, tout de suite réduire, mais ils ne demandent pas forcément toujours le soutien de... Vous voulez me faire le lien? Je vous accompagne à le faire d'ailleurs. On nous dit que la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi une manière de retrouver des marges. Alors évidemment pour relancer la question de l'emploi, mais aussi retrouver des marges, relancer l'économie, qu'on en a besoin, qu'il faut faire des réformes. En fait, il faut être précis sur la réforme d'assurance chômage. Emmanuel Macron avait déjà réformé l'assurance chômage, sauf que là, il le complète parce que vraisemblablement la crise va durer plus longtemps que ce qu'il imaginait en 2020-2021 et qu'en fait, il ajoute un volet qui est ce qu'on appelle conjoncturel. C'est-à-dire qu'en fait, la réforme d'assurance chômage va peser et va être beaucoup moins incitative lorsqu'on est en période de croissance et va être beaucoup plus protectrice lorsqu'on est en période de crise économique. Et moi, je pense que c'est un bon levier, même si les syndicats, pour l'instant, sont contre. Mais de toute façon, les syndicats sont souvent contre toute réforme de l'assurance chômage et toute réforme des retraites. De toute façon, à chaque fois qu'on pourrait se lâcher, notamment. Et donc, du coup, on n'a pas le choix que de le faire dans la mesure où ça permet d'instiller toujours le bon remède pour Emmanuel Macron. Quand le marché va bien... libéral quand le marché va bien et par contre protecteur quand on est en marché déficitaire et donc du coup quand on est en récession économique. Et je reviens sur la question de l'abondance et du quoi qu'il en coûte. Je pense notamment... Ça nous a touché quand même. Je pense en fait ce qui s'est passé, c'est que normalement la campagne présidentielle doit avoir un effet catalyseur auquel on débattait de tous les sujets. Là on ne l'a pas eu et Emmanuel Macron... C'est la campagne qui joue là. C'est la campagne qui joue et Emmanuel Macron, à la différence de ses ministres, tient une tonalité qui est plus forte parce que lui il n'a plus d'aspérité politique dans la mesure où il ne peut pas se représenter en 2027. Alors que ses ministres essayent de colmater. Donc il peut tout dire quoi. Je pense que c'est notamment nécessaire parce qu'il dit la vérité, il faut préparer les crises. Et il faut mettre le parallèle avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Lorsqu'il tient un discours dur en mars 2020, les Français ont obéi alors qu'on ne s'attendait pas à ce que les Français acceptent une crise personnelle pour se confiner collectivement. Et je pense qu'Emmanuel Macron prépare le changement de mentalité parce qu'il sait que la crise ne va pas durer 1 an, mais 2 ou 3 ans. Vous dites un peu d'exagération, mais quand même, sur le marché de l'emploi, puisque c'est notre sujet là, de deuxième partie, on l'entend sur ce plateau depuis 2 saisons, il y a un écart entre des chefs d'entreprise qui disent « moi j'ai besoin de recruter », qui ne trouvent pas les collaborateurs, puis des collaborateurs qui disent, depuis le Covid d'ailleurs, moi je retire la prise, j'ai plus envie, j'ai envie de changer de vie, changer de monde. Enfin il y a un problème là quand même. Oui, il y a un problème d'appareillage entre l'offre et la demande sur le marché du travail. C'est criant et ça rajoute, d'ailleurs on parlait de l'inflation, ça rajoute des aspects conjoncturels qui risquent de devenir structurels à l'inflation. Donc la réforme peut aider ça En tout cas c'était l'objectif. En fait, quand on parle de la réforme de l'assurance chômage, c'était un des objectifs. En fait, ce qui va se passer, c'est que le début octobre, le 4 octobre, il y a un texte qui va arriver qui va permettre de prolonger la réforme
en cours. Et donc, on se donne le temps jusqu'à fin 2023 Les syndicats sont de concertés. maintenir le système actuel. Enfin, la réforme déjà mise en place, puisqu'on réduit la durée d'indemnisation, et on irait un peu plus pour loin. essayer de lutter contre la permittence, qui sont ces périodes d'activité. Je travaille 6 mois et je suis indemnisé pendant 6, ce qui est vrai dans certains secteurs. Dans certains secteurs, pas partout, mais effectivement, ça arrive. Véronique, je vous ai vu réagir. Cette réforme de l'assurance chômage, parce que ça aussi, c'est des irritants. Il y a non seulement l'angoisse de se dire, c'est cet hiver, je vais mettre un pull, je vais baisser le chauffage, et en plus, on nous dit, réforme de l'assurance chômage et des retraites, enfin, tout ça tombe sur la tête des Français. Ça doit vibrer sur les réseaux, ça. Ça vibre, pas de la même façon que ça vibre... que la phrase du président ? Non, pas tout à fait. Il y a un sujet que les Français ont du mal à entendre, quel que soit le sujet, c'est une approche, c'est le côté je donne des leçons, c'est un peu de votre faute, bougez-vous. Voilà, donc vous êtes au chômage, c'est un peu de votre faute. Il y a plein de choses formidables, c'est la fameuse phrase de il suffit de traverser. C'est exactement la rue. les petites phrases du président Macron. Voilà. Les Français, ils ont un peu de mal avec ça. Et en plus, on ne peut pas globaliser le sujet. Parce qu'en fonction de l'âge, on a les mêmes approches. En fonction des secteurs d'activité. C'est vrai ? Vraiment. Et l'un des sujets de préoccupation, d'ailleurs, c'est l'éducation. Les Français, ils entendent le propos. La formation et l'éducation. Voilà. Et donc, qui est la priorité du président de la République. Oui. Et donc, ils entendent le propos. Il n'y a plus de profs. Il n'y a plus de professionnels, mais les réponses qui sont données ne sont pas non plus à la hauteur de la réalité, de la reconnaissance pour ces professionnels. Parce qu'il faut voir que quand même, là, je regardais ce matin dans les trucs où ils sont bien énervés, c'est les professionnels de la petite enfance. Je vous conseille d'aller regarder sur les forums et sur Facebook la colère qui monte, parce qu'on vient de dire, en fait, comme on a besoin de professionnels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gens motivés. Il y a des gens qui ont fait 3 ans d'études et on est en train de les bafouer, en train d'expliquer, en fait, c'est pas grave, gardez des petits secteur pénurique, il faut le rappeler. Donc, il y a une galère de recrutement dans ce secteur. Et donc, la galère de recrutement, la réponse, elle n'est pas de nier la réalité de ceux qui sont là. Donc, en fait, il y a une espèce de décalage tout le temps qui est un peu complexe et on ne peut pas juste répondre. Oui, non, mais je disais que c'était l'un des objectifs, mais je ne suis pas sûre d'abord qu'il ait été atteint. Et effectivement, la question de l'appareillage entre l'offre et la demande d'emploi, elle est multifactorielle. Et il y a aussi, et ça je me permets de faire un focus particulier parce que ça me tient à cœur, la question des bas salaires et de celles et ceux, et quand je dis celles et ceux, c'était majoritairement des femmes qui étaient en deuxième ligne au moment du Covid, qu'on applaudissait, et l'augmentation, la revalorisation de leur salaire peut-être aussi permettrait, vous parliez des métiers de la petite enfance, il y a aussi les métiers ce qu'on appelle joliment les métiers du lien, toutes les aides à domicile, 90% de femmes, quand vous savez qu'elles ont moins de 800 € par mois, elles sont bien souvent 90% de femmes, bien souvent en temps partiel absolument. Non choisi, pour 1 sur 2, qu'elles cotisent on ne tient pas. Elles cotisent à la retraite et qu'elles ne valident pas leur trimestre de retraite. Donc il y a encore des trous dans la raquette, et ça, il faut repriser, c'est évident. William Tay, pour conclure, on ne va pas parler retraite, vous avez vu, on n'a pas le temps, il nous reste moins d'1 minute. Cette rentrée, elle vous inquiète ou pas ? Vous vous dites, après tout, il faut essayer de porteur d'optimisme et essayer d'avancer, qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on soit salarié, il faut avancer. Je pense que la situation sera dure, que le président de la République avait raison de rester. Vous aussi, vous êtes sur la tonalité. Moi, je trouve qu'il a tout à fait raison. Je trouve qu'il a tout à fait raison de le faire. Et surtout, on a eu du mal il a eu du mal à décrire un récit, à écrire un récit aux Français. Je pense que les Français ont montré dans les périodes d'adversité qu'étonnamment, contrairement à tout ce qu'on entend, je pense qu'il y aura très peu de révolte sociale. Il y aura des mobilisations syndicales pour défendre des intérêts sectoriels sur l'assurance chômage, sur les retraites, mais qu'il y aura. C'est peu probable qu'il y ait un mouvement des Gilets jaunes. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le réceptacle des Gilets jaunes est désormais à l'Assemblée nationale, parce que vous avez des partis comme la France Insoumise et l'Assemblée nationale qui ont des représentants capables de porter leur expression populaire. C'est le premier élément, alors qu'ils ne pouvaient pas le faire lorsque Emmanuel Macron avait une majorité dite absolue. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, la crise sanitaire a anesthésié tout le débat économique et tout le débat idéologique, et on a vu qu'à chaque fois, on a eu que quelques manifestations, mais c'était principalement sectoriel, des personnes anti-vax. Et je pense que les Français vont comprendre si par cas on leur dit la vérité. Et je rejoins ce que vous avez dit. Le principal pour Emmanuel Macron sur la réforme des retraites et l'assurance chômage, c'est de faire
de dresser un diagnostic, mais de ne pas dresser des leçons. Je vais reprendre un point sur la réforme d'assurance chômage. Ça sera le dernier. Eh ben, Oui. on a été trop caricaturaux dans la mesure où en fait on a des tensions d'emploi, par exemple sur la restauration. Clairement. Mais est-ce que les personnes qui sont actuellement au chômage habitent au même endroit que les lieux où Non. proposent des emplois de Non. restauration? C'est là où il y a une mobilité géographique à voir. Évidemment. Et je pense que sur ce point-là, on doit inciter au travail des étudiants et des jeunes. Je suis d'accord. Et au niveau des salaires, parce qu'on On arrive à fera un le débat accord, et vous reviendrez, j'espère. globalement. Mais le niveau des salaires reste Ouais. un vrai sujet dans certains secteurs, notamment de la Très, petite très, enfance, ouais. qui restent des salaires encore trop bas. Et vous l'évoquiez. Merci Aude de Castel d'être venu nous rendre visite, porte-parole de Territoire de Progrès. Je ne me suis pas trompé. Merci d'être venu. Merci à vous, Véronique Reissoult. Vous auscultez, vous expertisez ce qui se passe chez les Français à travers les réseaux et pas seulement. Vous êtes à la tête de Backbone Consulting. Et merci à William Tay. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Vous revenez quand vous le souhaitez. Évidemment, on va terminer par un sujet dont on a parlé. On va parler dans quelques instants dans Fenêtre sur l'emploi de cette pénurie et de ce turnover dans les secteurs du médico-social. Et ça pose d'énormes difficultés. On en parle dans Fenêtre sur l'emploi.